Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle aujourd'hui on va parler d'adapter ton déficit calorique à ta vie et pas l'inverse. Aujourd'hui je te parle d'un truc qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une situation que je rencontre très souvent. Quand j'accompagne des clientes au début de leur coaching, elles viennent me voir avec un plan alimentaire ultra précis, trouvé sur internet ou mis en place par une coach, une nutritionniste. Et à chaque fois, le problème, c'est le même, c'est que ce plan est extrêmement rigide, qu'il n'est pas adapté à leur vie, donc forcément, elles n'arrivent pas à le tenir. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, je vais être cash sur ce sujet. Un plan nutritionnel parfait sur le papier qui ne colle pas à ta réalité, ça ne vaut absolument rien, parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir le plan optimal, le plus clean, le plus instagrammable. Ce qui compte, c'est d'avoir un plan que tu peux suivre sur la durée. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux adapter ton déficit calorique à ta vie, que tu manges à la cantine tous les midis, que tu aies des repas d'affaires au restaurant toutes les semaines, que tu cuisines pour ta famille le soir et que tu ne peux pas te faire un menu séparé, que tu voyages souvent, que tu travailles en horaire décalé. Bref, on va évoquer toutes ces situations et on va voir comment créer un déficit qui s'intègre à ta vraie vie. Je vais te donner des stratégies concrètes pour que ce soit tenable, durable et même agréable, parce que oui, tu vas voir, c'est possible. C'est parti. Partie 1, pourquoi les plans alimentaires échouent. Alors, avant de rentrer dans le concret, il faut qu'on parle de pourquoi la plupart des plans alimentaires ne fonctionnent pas. Et la réponse, elle est très simple, c'est parce qu'ils sont conçus dans un monde idéal. Un monde où tu as le temps de faire tes meal prep, le dimanche pour toute la semaine, un monde où tu manges seul, tranquille, avec des tupperwares qui sont parfaitement pesés, un monde où tu n'as jamais de dîner chez des amis, jamais de repas de famille, jamais de week-end, jamais d'imprévu. Sauf que ce monde-là, il n'existe pas. Ta vraie vie, c'est peut-être des enfants qui veulent des pâtes bolognaises le soir, un déjeuner à la cantine où tu choisis pas vraiment ce qu'il y a au menu, un vendredi soir où tu as envie de commander une pizza avec ton chéri, un déplacement professionnel où tu manges au restaurant pendant 3 jours d'affilée, un dimanche où tu n'as aucune envie de passer 2 heures en cuisine à tout préparer pour la semaine. Et tu sais quoi ? C'est normal, et en fait, c'est la vie de la plupart des communs des mortels. Donc forcément, si tu suis un plan qui est créé par une petite meuf d'Instagram, il y a de fortes chances que ça ne colle pas à cette réalité. Le problème, c'est que la plupart du temps, on te vend des plans qui ne prennent pas en compte la réalité, ni même ta réalité. Et je veux que tu gardes ça en tête dès le départ, c'est que la chose la plus importante pour réussir, c'est pas la perfection du plan, mais c'est plutôt la façon dont toi, tu vas réussir à adhérer à ce plan et dont toi, tu vas pouvoir l'adapter à ta vie. Un plan qui est suivi à 80%, ça sera toujours mieux qu'un plan parfait qui est suivi à 50%, et ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais intégrez-vous-le bien dans la tête. Donc maintenant, on passe à la partie 2, connaître ta vraie vie avant de créer ton plan. Alors, avant même de parler de calories, de macros ou de recettes, il faut qu'on pose vraiment les bonnes questions. Parce que si on ne part pas de ta réalité, on court droit dans le mur. Donc, voilà les 5 questions que tu dois te poser et que moi, je pose toujours à mes clientes avant de leur créer un plan nutritionnel. La première question, c'est l'environnement alimentaire. Où et comment tu manges au quotidien ? Est-ce que tu cuisines toi-même tous tes repas ? Est-ce que tu as accès à un frigo ou à un micro-ondes au travail ? Est-ce que tu manges souvent au restaurant ? Est-ce que tu voyages beaucoup pour le travail ? Parce que si tu manges à la cantine tous les midis, je vais pas te donner un plan avec des tupperwares faits maison à emporter. Si tu voyages 2 fois par mois, je vais pas te demander non plus de peser tous tes aliments au gramme près. Donc l'idée, c'est d'adapter ton plan à ton environnement et pas l'inverse. La deuxième question importante à se poser, c'est ton rythme de vie réel. À quoi ressemble une journée normale pour toi ? Est-ce que tu travailles de nuit, en horaire décalé ? Est-ce que tu as des enfants en bas âge ? Est-ce que tu as un métier physique ou est-ce que tu es assise toute la journée ? Est-ce que tu as du temps le matin ou alors est-ce que c'est la course et que tu auras plutôt du temps le soir ? Parce que si tu pars de chez toi à 6h30 le matin, je vais pas te demander de te lever à 5h pour préparer un petit déjeuner élaboré. On va trouver des solutions qui collent à ton rythme. Troisième point important, c'est ton historique alimentaire et quel est ton rapport à la nourriture. Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de régimes ? Est-ce que tu as un rapport plutôt anxieux à la balance et au comptage de calories ? Est-ce que tu as tendance à tomber dans le tout ou rien ? Là, c'est pareil, si tu as un historique de restriction, compensation, je vais pas te donner un plan ultra strict qui réveille ce mécanisme. On va plutôt aller vers de la flexibilité, plus de douceur. Et si on détecte des signaux qui alertent sur un possible trouble du comportement alimentaire, là, il faudra se référer à un professionnel. Ça, c'est évident.
On ne vous le dit pas toujours non plus, mais c'est extrêmement important. Quatrième point, tes préférences alimentaires. Qu'est-ce que tu manges vraiment? Alors, quels sont les aliments que tu ne peux vraiment pas manger? Et là, je pense pas aux aliments que tu t'interdis, mais je parle vraiment que ceux que tu ne tolères pas ou qui te dégoûtent. Est-ce que tu as des contraintes culturelles ou religieuses? Est-ce que tu es végétarienne, flexitarienne? Parce que la nourriture, c'est pas juste de l'énergie, c'est aussi de la culture, de l'identité, un lien social. Et je vais jamais te demander de renier tout ça et personne ne devrait te demander de le faire. Là, ça semble évident, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Si tu as l'habitude de manger un aliment tous les jours et que tu aimes ça et que tu fais ça depuis 15-20 ans, il est absolument pas question de te dire de retirer cet aliment de ton alimentation et de te l'interdire. Il y a des coachs qui le feront. Vous verrez que vous n'aurez pas de résultat parce que vous allez le faire un temps, ça finira par vous manquer et vous retomberez dans ce que vous connaissez. Donc l'idée, c'est toujours d'adapter le plan à votre vie. Cinquième point important, c'est de connaître aussi son budget et son accès aux aliments. Combien tu peux mettre dans ton alimentation par semaine? Quel est concrètement ton budget de courses réaliste? Est-ce que tu as accès facilement à des protéines variées, des fruits et des légumes frais? Parce que si tous les mois je te demande d'acheter de l'avocat et du saumon sauvage et que tu n'en as pas les moyens, ça sert absolument à rien, tu ne vas absolument pas suivre ce plan. Donc l'idée, encore une fois, c'est de travailler avec ce que tu peux te permettre. Et une fois qu'on a répondu à ces 5 questions, ou que tu as répondu toi-même à tes 5 questions, là, tu as une base solide, tu sais où tu en es, tu sais ce qui est possible et on sait aussi ce qui ne l'est pas. Et c'est à partir de là, on peut construire le plan et pas avant. Donc là, je t'ai partagé en gros les 5 questions qui sont extrêmement importantes pour démarrer la construction d'un plan alimentaire. Toi, tu as certainement déjà les réponses à ces questions. Et si tu as fait appel à quelqu'un et que cette personne ne t'a pas posé ces questions et qu'elle t'a imposé un plan rigide, c'est déjà un premier gros red flag. On passe à la partie numéro 3, la hiérarchie des priorités nutritionnelles. Ça paraît un peu barbare comme ça, mais tu vas voir, c'est assez simple. Maintenant qu'on connaît ta vraie vie, il faut qu'on parle de ce qui compte vraiment dans un plan alimentaire. Parce qu'on a tendance souvent à se perdre dans les détails, à se demander s'il faut manger toutes les 3 heures, est-ce que je dois prendre quelque chose avant de m'entraîner, est-ce que je dois arrêter les glucides après 18 heures. Et la vérité, en fait, c'est que tout ça, c'est du détail. Donc là, je vais te partager les priorités. C'est une sorte de pyramide et on construit de la base vers le sommet. La première chose, la chose que tu dois comprendre, qui est la plus importante, c'est le déficit calorique. Donc ça, c'est la fondation de tout. Si tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de « oui, mais moi, c'est différent ». Déficit calorique égale perte de poids. Point, c'est tout. Merci, au revoir. Non, je rigole, mais en vrai, on voit beaucoup de trucs encore où il y a des gens qui débattent de ça. Ça, c'est la base. C'est la base de la pyramide. Sans ça, il n'y a rien qui va se passer. Donc, mets-toi bien ça dans la tête aussi. Sans déficit calorique, il n'y aura pas de perte de poids. Donc, la base, c'est d'être en déficit calorique. Donc, déficit calorique, ça ne veut pas forcément dire déficit énorme. On vise un déficit modéré, environ 15% en dessous de ta maintenance, pas 50%. T'arrêtes pas de manger, tu divises pas par 2 ce que tu manges d'habitude, on est bien d'accord. Mais vise un déficit que tu peux tenir sur des semaines, voire même sur des mois. Le niveau numéro 4 de choses importantes, c'est les protéines. Alors ça, c'est la deuxième priorité absolue. C'est ce qui va te permettre de préserver ta masse musculaire pendant la perte de poids. Et c'est ce qui va aussi te rassasier. Donc, dans l'idéal, on vise à peu près 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est peut-être un peu barbare comme ça, mais en gros, tu fais ton poids fois 1,6 et ça te donnera le grammage de protéines que tu dois consommer pour maintenir ta masse musculaire. Donc ça, c'est extrêmement important et retiens bien que si tu dois gérer que 2 choses dans ton plan, si c'est toi qui le mets en place ou que quelqu'un le met en place pour toi, c'est 1, le déficit calorique, 2, les protéines. Le reste, ça vient dans un second temps et c'est moins important. Mais si tu veux t'assurer de bons résultats, déficit calorique, protéines, ça suffira déjà largement. La troisième chose qui peut être importante, c'est la qualité alimentaire. Donc, manger des aliments qui te nourrissent vraiment. Des légumes, des fruits, des céréales complètes, des bonnes graisses. Pas parce que c'est clean, c'est healthy, mais parce que ça t'apporte des fibres, des micronutriments et de la satiété. Donc, dans l'idéal, vise toujours 80% d'aliments simples, d'aliments bruts, non transformés, et 20% d'aliments plaisir qui seront peut-être un peu plus transformés. Pour le reste, pour moi, c'est un autre niveau et on ne devrait pas s'en préoccuper parce que souvent, quand on cherche à perdre du poids, on est plutôt débutant et tout le reste, que ce soit complément alimentaire, savoir à quelle heure manger, c'est des choses qui doivent venir dans un second temps. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de connaître quand tu manges et comment tu répartis tes repas. Est-ce que tu préfères manger
3 fois dans la journée, 5 fois dans la journée? Est-ce que tu préfères manger le matin ou le soir? Ça, c'est des questions qui sont aussi à se poser quand on construit le plan de son client et qu'on devrait vous poser quand on construit votre plan. Si la personne ne tient pas compte que vous n'aimez pas manger le matin et qu'elle vous force à manger le matin, ça non plus, c'est pas une bonne idée. Donc, il faut s'intéresser à toutes ces questions-là pour permettre à la personne d'avoir le plan le plus tenable possible. Bref, pour résumer cette partie, ce qui est important, c'est un déficit calorique, les protéines. Le reste, c'est moins important, ça vient dans un second temps. Et quand vous voulez perdre du poids, c'est ça qui est le plus important pour vous. On passe maintenant à la partie 4 avec des scénarios concrets pour adapter ton déficit à ta vraie vie. Donc là, on rentre dans le concret. Je vais te donner des stratégies pour les situations les plus courantes que je vois avec mes clients. Et tu vas voir qu'il y a toujours une solution. Scénario numéro 1, tu manges en famille le soir avec tes enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Moi, j'ai beaucoup de mamans dans mes clientes et c'est souvent la première friction qu'on a, c'est « Ah ben moi, je mange avec ma famille, je mange avec mes enfants, comment je vais pouvoir faire ?» Donc, encore une fois, c'est possible et ça s'adapte. Tu as des enfants, tu fais à manger pour tout le monde le soir et tu ne peux pas et tu ne veux pas te préparer un menu séparé parce que tu n'as ni le temps, ni l'envie de cuisiner 2 repas différents. Et je te rassure, c'est normal. Donc, voilà comment on fait. Ce qui est important déjà, c'est qu'on mange tous pareil, mais on ajuste les quantités et les accompagnements. Exemple concret, ce soir, c'est pas de bolognaise pour toute ta famille. Pour les enfants, une portion normale de pâtes. Bolognaise avec viande hachée. Viande hachée, je vous recommande toujours de prendre la viande hachée à 5%. Si vous prenez les autres, concrètement, vous achetez du gras et c'est des calories en plus gratuitement. Un petit peu de parmesan et c'est tout bon. Pour toi, il va falloir juste peser ta quantité de pâtes et la réduire peut-être un peu, augmenter la portion de viande. Donc, c'est ce que je disais, là, mise bien sur la viande hachée à 5% pour avoir moins de matière grasse. Et tu peux ajouter une grosse salade verte à côté avec une vinaigrette légère. Tu peux te mettre quand même un peu de parmesan parce que le plaisir, c'est important. Et le résultat, c'est que tout le monde mange la même chose. T'as pas à faire 2 fois de la cuisine. Il n'y a pas de frustration. Mais toi, tu as juste réduit les calories en jouant sur les portions et en ajoutant du volume avec la salade. Autre exemple, l'exemple typique du repas du week-end, poulet rôti, frites, haricots verts. Pour les enfants, forcément, on part sur poulet, frites, haricots verts. Et pour toi, même portion de poulet, c'est de la protéine, donc on garde. Tu réduis la portion de frites ou tu les fais au four avec simplement un spray à l'huile. Tu doubles la portion de haricots verts et encore une fois, même repas, ajustement simple et tu verras que ce sera facile d'avoir des résultats sans modifier toute ta vie. Scénario numéro 2 qui revient aussi très souvent, tu manges à la cantine le midi. Alors ça, c'est ultra courant, t'as pas le choix du menu, tu peux pas peser, tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans et tu te dis comment je fais pour tenir mon déficit si je ne contrôle rien. Alors déjà, on souffle, parce que oui, c'est tout à fait possible de perdre du poids en mangeant à la cantine et je vais t'expliquer comment on fait. Stratégie numéro 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, prioriser les protéines. À chaque repas, tu identifies d'abord la source de protéines. Viande, poisson, œufs, légumineuses et tu t'assures d'en prendre une portion correcte. Stratégie numéro 2, remplir la moitié de ton assiette de légumes. Salade, légumes cuits, soupe, ça t'apporte du volume, de la satiété, des fibres et ça limite naturellement la place pour le reste. Stratégie numéro 3, modérer les féculents et les sauces. T'es pas obligé de te resservir en pâtes ou en riz. Tu peux prendre une portion raisonnable et c'est totalement OK. Et les sauces très grasses, crème, fromage, tu les prends avec modération. Je sais que c'est souvent un peu le cas dans les cantines, c'est que même la viande, elle baigne dans la sauce parce que forcément, pour que ça reste chaud et que ce soit pas trop sec, il y a énormément de sauce dans les plats. Dans l'idéal, essaye d'esquiver au maximum les sauces parce que c'est là-dedans que se contiennent énormément de calories et c'est des calories liquides, donc c'est des calories qui ne vont absolument pas te rassasier et souvent ça peut coûter très cher parce que c'est des sauces qui sont quand même assez grasses. Stratégie numéro 4, gérer le dessert. Donc si c'est un fruit ou un laitage nature, tu peux y aller. Si c'est une pâtisserie ou une crème dessert, tu peux en prendre de temps en temps, mais évite d'en prendre systématiquement. Et si tu en prends, tu savoures, tu en profites et t'as pas de culpabilité par contre. Stratégie numéro 5, apprendre à estimer visuellement. Avec le temps, tu vas voir que tu peux développer une compétence assez sympa, c'est que tu vas arriver à estimer les quantités à l'œil. Donc une portion de protéines, la paume de la main, une portion de féculents, ton poing fermé, des légumes autant que tu veux ou presque, et cette compétence, elle pourra te servir un peu partout. Scénario numéro 3, tu as des repas d'affaires où tu manges souvent au restaurant. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont une vie professionnelle qui les amène souvent à aller manger à l'extérieur, repas clients, déjeuner d'équipe, séminaire. Et là, forcément, tu ne te vois pas trop débarquer avec ton tupperware, donc
Comment on fait? Stratégie numéro 1, c'est de planifier autour du repas. Donc, si tu sais que tu as un repas au restaurant le midi, l'idée, c'est d'anticiper. Donc, par exemple, tu peux prendre un petit déjeuner riche en protéines et assez modéré en calories, donc des œufs brouillés, pain complet, fruits. Un dîner léger le soir, une salade composée avec du poulet ou du poisson, et comme ça, tu gardes une marge de manœuvre pour le repas du midi. Stratégie numéro 2, c'est de faire des choix raisonnables sans te priver. Au restaurant, tu peux faire des choix qui vont dans le sens de ton objectif, sans pour autant commander une salade verte sans vinaigrette. Donc, par exemple, une protéine grillée au rôti plutôt que panée avec une sauce ultra grasse. Tu peux demander la sauce à part. Tu prends des légumes en accompagnement plutôt que des frites. Tu savoures une entrée ou un dessert, mais pas forcément les deux à chaque fois. Et tu boiras plutôt de l'eau plutôt que du soda. Stratégie numéro 3, profiter sans dériver. Et là, c'est important. Je te dis pas de te priver, je te dis pas de jamais prendre de dessert, mais je te dis juste de choisir. Si tu as vraiment envie de prendre le fondant au chocolat, prends-le, savoure-le, profite. Mais si tu n'en as pas vraiment envie et que tu le prends juste parce que l'occasion te présente, là, tu peux t'en passer. Scénario numéro 4, les week-ends. Parce que ça, on le sait, c'est souvent là que ça coince, c'est souvent là que ça part en vrille. Donc, la semaine, tu gères, t'es dans ta routine, tout va bien. Et le vendredi soir arrive, bam, tu lâches tout. Et le lundi, tu te sens coupable et tu repars à zéro. Donc, l'idée, c'est d'arrêter encore une fois ce cycle-là. Et on va voir comment. Stratégie numéro 1, répartir ton budget calorique sur la semaine. Donc là, l'idée, c'est que t'es pas obligé de manger exactement pareil tous les jours. Tu peux tout à fait avoir des jours un peu plus bas en calories en semaine et des jours un peu plus haut le week-end. Tant que ton déficit calorique hebdomadaire il est respecté, tu vas voir que tu vas réussir à perdre du poids. Par exemple, du lundi au jeudi, tu peux manger 1600 calories par jour et du vendredi au dimanche, tu peux monter un peu plus et être à 1900 calories par jour. Ça, c'est exactement pareil que de manger 1730 calories tous les jours. Mais psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à tenir. Stratégie numéro 2, garder des repères même le week-end. Alors, le week-end, on est bien d'accord que tu n'as pas besoin de tout compter au gramme près. Mais tu peux garder quelques repères. Donc, par exemple, un petit déjeuner protéiné, au moins un repas de base dans la journée où tu te cales bien niveau protéines et légumes, et aussi rester consciente de ce que tu manges sans pour autant te priver. Stratégie numéro 3, c'est d'anticiper les événements. Alors, si tu sais que samedi soir, par exemple, tu as un dîner entre amis, tu débarques pas en ayant mangé n'importe quoi toute la journée. Tu peux manger léger mais rassasiant le midi, par exemple, donc une bonne source de protéines, suffisamment de légumes, et comme ça, tu as de la marge pour le soir. Et surtout, tu profites de ton dîner sans culpabiliser. Parce qu'un repas, ça va pas ruiner ta progression, mais c'est l'accumulation de repas non gérés qui va plutôt poser problème. On attaque le 5e scénario si tu voyages souvent. Donc ça, c'est le dernier, c'est les déplacements professionnels ou les voyages. Donc par exemple, tu es à l'hôtel, tu manges au restaurant matin, midi et soir et t'as pas accès à ta cuisine. Et là, tu te dis forcément que c'est mort et tu peux rien contrôler. Sauf que si, et je vais te partager quelques stratégies. Stratégie numéro 1, c'est le petit déjeuner à l'hôtel. Alors, la plupart des hôtels, en général, proposent des buffets. Donc, dans l'idée, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre, par exemple, des œufs brouillés, durs ou en omelette, du jambon ou du saumon si tu en as la possibilité, un laitage, un yaourt nature, un fromage blanc, un fruit et un peu de pain complet si tu en as envie. Donc, en fait, là, il faut que tu comprennes que un petit déjeuner riche en protéines, rassasiant, ça va te caler pour la matinée. Et même si tu n'as pas la possibilité de compter, de savoir exactement au gramme près, à la calorie près, combien ça représente, c'est déjà suffisant parce que tu as les bonnes bases. Stratégie numéro 2, déjeuner et dîner au restaurant. Bah là, c'est un peu la même stratégie que celle dont on parlait tout à l'heure pour les repas d'affaires. On va privilégier les protéines grillées ou rôties, les légumes en accompagnement, limiter la quantité ou apporter une quantité raisonnable en féculents et mettre, si possible, la sauce à part. Et si un soir, tu as vraiment envie de te faire plaisir, bah fais-le. Un repas plaisir sur 3 jours de déplacement, ça va encore une fois pas gâcher tous tes efforts. Stratégie numéro 3 qui est très importante, c'est de bouger un minimum. Si tu peux, essaie de marcher. Essaie de marcher un minimum, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de faire une balade le matin ou une balade le soir, faire une courte séance de musculation au poids du corps ou dans la salle de musculation s'il y en a une à l'hôtel, ça peut être aussi une bonne stratégie et ça va te permettre de compenser un peu l'excès de calories et surtout, ça va aussi te faire du bien mentalement. On passe maintenant à la partie 5, les pièges à éviter, flexibilité versus laxisme. Donc là, il faut qu'on parle d'un truc quand même important. Parce que j'ai passé tout l'épisode à te dire qu'il faut être flexible, il faut adapter, il faut pas être trop strict.
Et je sais qu'il y a un risque. Le risque, c'est que tu tombes dans l'extrême opposé et que tu te dises « Ok, Salomé, elle a dit que je peux être flexible, donc en fait, je peux faire ce que je veux. » Non, on est d'accord que non et que flexible, ça veut pas dire laxiste et ça veut pas dire qu'on ne contrôle absolument rien. Et il y a une très très grosse différence entre flexibilité et laxisme. Donc, quand on parle de flexibilité, ça veut dire qu'on adapte son plan à sa réalité tout en maintenant la direction vers l'objectif. Le laxisme, c'est l'inverse, c'est abandonner ton objectif en prétendant t'adapter. Et là, il y a quand même une grosse différence et il faut être honnête avec toi-même. Donc, je vais te décrire un petit peu les signaux d'alerte qui doivent te mettre la puce à l'oreille. Le premier signal, c'est que si tu es en dessous de 70%, on va dire, d'adhésion de manière chronique, c'est qu'il y a un problème. Si toutes les semaines, tu respectes ton plan, ta diète, ton régime, appelle ça comme tu veux, que 2-3 jours sur 7, ça, c'est pas de la flexibilité, c'est que le plan ne te convient pas ou que tu n'es pas vraiment engagé dans ton objectif à l'instant T. Et c'est totalement OK, mais il faut le reconnaître. Le deuxième signal, c'est que tu utilises toujours les mêmes justifications. Et ça, je le vois aussi très souvent quand j'accompagne des gens. Les personnes qui ne sont plus concentrées sur leurs objectifs ont tendance à me rapporter les mêmes justifications. Donc par exemple, cette semaine j'avais un dîner d'anniversaire, cette semaine j'étais stressée au boulot, cette semaine j'avais mes règles. Si toutes les semaines, il y a une raison pour laquelle cette semaine c'était pas possible, c'est que l'exception, malheureusement, c'est devenu la règle et que là, il faut ajuster. Encore une fois, là, le but, c'est pas de vous blâmer, mais c'est d'être honnête avec vous-même et de reconnaître que parfois, on a un peu lâché l'affaire et qu'on préfère se trouver des excuses plutôt que de voir la réalité en face. Le troisième signal, c'est qu'on n'a pas de progression mesurable depuis plusieurs semaines. Donc là, c'est aussi à toi de voir. Si tu vois que tu stagnes depuis 4-6 semaines, malgré tous les ajustements, malgré les efforts que tu fais, c'est qu'il faut se poser. Soit tu n'es pas vraiment en déficit, et là, il va falloir revoir ton plan, soit ton objectif, c'est plus ta priorité en ce moment, et ça, c'est aussi entendable. Mais il faut toujours être cash avec toi-même parce que tu peux t'adapter à ta vie sans pour autant abandonner ton objectif. Et si tu te rends compte que t'es pas prête à t'engager pleinement maintenant, c'est pas un échec, c'est juste que pour toi, c'est peut-être pas le bon moment. Et dans ce cas, plutôt que de te mettre la pression, tu peux passer par une phase de maintenance, c'est-à-dire tu manges à ta maintenance calorique, tu remanges le même nombre de calories que tu en avais l'habitude, tu maintiens ton poids, tu continues de t'entraîner et tu reprendras la perte de poids quand tu seras dans une phase plus favorable. Parce qu'encore une fois, ta vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des phases où tout roule, où tout se passe bien, où tu as du temps, de l'énergie, où tu n'es pas stressé, où tout va vraiment bien. Et il y a des phases où c'est plus compliqué, que ce soit personnellement, au travail. Et dans ces phases-là, c'est aussi important de lever le pied parce qu'on ne peut pas tout contrôler en même temps. Donc l'idée, c'est de maintenir les résultats qu'on a, de ne pas les perdre, mais de ne pas non plus se laisser complètement emporter par tout ça. Et donc, le but, c'est de reprendre quand ce sera le bon moment. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura aidé parce que je sais que c'est le principal problème que vous rencontrez. La plupart du temps, vous testez des diètes, des régimes que vous avez vus passer à droite à gauche. Malheureusement, force est de constater que parfois, c'est pas du tout adapté à votre vie quotidienne. Et donc là, l'idée, c'était de vous donner des clés pour que vous puissiez un peu adapter tout ça en fonction de votre mode de vie. C'était aussi important de faire un rappel sur tous ces points-là. Si jamais vous vous faites accompagner par des personnes, il faut bien avoir en tête que ça, c'est des choses qui sont primordiales et importantes. Donc, si la personne ne prend pas en compte votre mode de vie, votre rythme de vie et toutes les particularités qui font votre vie en général, il y a de fortes chances que malheureusement le plan ne tienne pas. Donc voilà, c'était important que vous ayez conscience aussi de tout ça. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, vous avez juste besoin d'un plan que vous êtes capable de suivre sur la durée. Vous n'avez pas non plus besoin de tout peser, tout traquer au gramme près ou tout contrôler pour réussir à perdre du poids. Vous n'êtes pas non plus obligé de manger différemment de votre famille, de refuser tous les dîners ou toutes les sorties qu'on vous propose. Le but, encore une fois, c'est pas de vivre dans une bulle quand vous voulez perdre du poids. Ce dont vous avez besoin, c'est donc de comprendre les principes de base et j'espère vous avoir éclairé sur tout ça dans cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un like si vous me regardez sur YouTube ou à mettre 5 étoiles sur le podcast si vous êtes sur Spotify. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao!